to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, rebonjour et bienvenue encore à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Ce beau jeudi matin, il fait soleil, il fait un peu froid, mais on aime ça quand même, c'est l'automne, il faut en profiter. On aime le soleil, right? La vitamine D, ça fait du bien, c'est beau. Rebonjour et bienvenue parmi nous. J'espère que vous passez un beau jeudi matin. Qui est-ce qui était ici dans la salle pour notre premier panel? On lève la main? OK, presque la moitié. Et ceux qui sont ici pour la première conférence jusqu'à présent d'MTL Connect, on lève la main. OK. Quelques-uns qui sont ici juste pour la première fois, bien, bienvenue. Bienvenue parmi nous et merci d'être ici. Chers internautes qui nous suivez des quatre coins de la planète, merci également d'être ici présents. On parle aujourd'hui de cybersécurité. On a eu un premier panel où on nous a un peu fait peur. En parlant des risques, des mots de passe, des risques, etc. Et là, on va faire un pivot. On vous présente une grande conférence. On est chanceux d'avoir notre keynote speaker qui nous rejoint de la France aujourd'hui. Alors, on a bien hâte de l'accueillir ici sur la scène du Centre NAD à l'amphithéâtre principal de MTL Connect. Alors, sans plus tarder, je vais vous la présenter. Elle va parler justement un peu du portrait global de l'histoire de la cybersécurité, des défis et des révolutions à venir. Elle est spécialiste en cybersécurité, elle est conférencière, elle est auteure, elle est également RSSI CISO et fondatrice de la société Keystone Security. Accueillons chaleureusement Valérie Doy. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous à Montréal pour cette 6e édition de MTL Connect qui m'amène à vous présenter un panorama de la cybersécurité, présentation que j'ai organisée en 3 parties. Première partie, donc on verra quelles sont les dates clés de la cybersécurité, les défis de la cybersécurité, avec l'intégration des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, et puis les révolutions à venir. Commençons par la première partie, donc les dates clés de la cybersécurité. Mais avant d'aborder donc ces dates clés de la cybersécurité, si vous le permettez, je vous propose de revenir sur quelques définitions et notions fondamentales. Comment nuancer la sûreté de la sécurité? La sûreté, si on prend l'exemple d'un disque dur, c'est typiquement mettre en place des moyens de protection contre le dysfonctionnement et les accidents involontaires. Et un disque dur, par définition, comme un électroménager, on sait que ça a une durée de vie, une obsolescence. Et statistiquement, c'est quantifiable. On sait que dans 5 ou 10 ans, l'équipement, le hardware, le système va tomber en panne. La parade à ça, c'est de mettre en place, typiquement pour l'exemple d'un disque dur qui pourrait tomber en panne, c'est une sauvegarde, un backup, un double backup, la redondance d'équipement, choses comme ça. Donc ça, c'était la définition de la sûreté. À nuancer de la sécurité, qui, elle, vise à garantir la protection contre les actions, cette fois-ci malveillantes, volontaires. C'est-à-dire que derrière sécurité, on a une action malveillante, et typiquement, ça peut être le blocage d'un service, la modification d'informations, le vol d'informations. Contrairement à la sûreté, la sécurité n'est pas quantifiable statistiquement. En revanche, on peut bien sûr évaluer en amont le niveau de risque
associés à tel ou tel environnement, et les impacts et mesurés en fait en amont pour avoir une idée des impacts. La parade pour protéger en tout cas et augmenter le niveau de protection, c'est faire typiquement sur le plan technique du contrôle d'accès, mettre en place des pare-feux, des antivirus, renforcer la configuration, du filtrage. Donc voilà, je voulais revenir à ces deux définitions fondamentales pour bien nuancer sécurité et sûreté. Si vous associez et ajoutez donc le préfixe cyber, donc qui on va dire correspond à l'utilisation finalement de tout ce qui est réseau Internet, on arrive à la définition de cybersécurité. Mais également aux appellations cyberdéfense, cybercriminalité. Qu'est-ce que la cyberdéfense ? La cyberdéfense, c'est un ensemble de mesures techniques et organisationnelles. Sous-entendu, ça peut être des ressources humaines, ça peut être aussi également des processus qui permettent à un État en fait, de défendre dans le cyberespace les SI qui ont été jugés critiques, essentiels. Cette cyberdéfense, eh bien, on la retrouve au cœur de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un domaine qui est très très vaste, puisqu'il s'appuie sur la lutte contre la cybercriminalité et sur la mise en place de la cyberdéfense. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, la cybersécurité ? Eh bien, la cybersécurité, c'est l'état recherché pour un SI qui lui permettra de résister à des événements capables de compromettre un certain nombre de critères qui, finalement, sont l'ADN de la cybersécurité, à savoir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données, qu'elles soient stockées, transmises ou que... et en termes de disponibilité également. Et ça, ces trois critères-là que j'ai volontairement fait figurer en rouge dans ce slide, vous allez les retrouver dans le slide suivant, où je fais figurer donc les critères, l'ADN, ou si vous voulez les KPI de la cybersécurité. C'est-à-dire que quand on veut évaluer le niveau de sécurité d'une organisation, ou même d'un pays, voilà, et bien en fait, on va s'appuyer sur ces 4 critères, ces 4 piliers de la cybersécurité, à savoir la disponibilité d'un service. Typiquement, par exemple, si vous avez une plateforme de billetterie qui est HS attaquée par une attaque de type DDoS, eh bien, elle ne va pas pouvoir vendre de billets, donc elle va se retrouver indisponible. C'est un problème de disponibilité. Un problème de confidentialité, si toutefois, par exemple, vous échangez des mails sans monter de VPN chiffré sur Internet, eh bien, vos données peuvent être interceptées et vous pouvez vous trouver face à une compromission en termes de données personnelles. En termes d'intégrité, ça veut dire que peut-être potentiellement, quand vous envoyez une donnée, un fichier, il a pu être intercepté, modifié, falsifié et renvoyé. Et là, c'est un défaut d'intégrité. Ce que j'ajoute dans ce slide, c'est la traçabilité. La traçabilité, sous-entendu la journalisation des événements, qui est fondamentale à l'échelle d'une organisation. J'entends par là que quand on veut garantir DIC, eh bien, ça passe par de la traçabilité, c'est-à-dire une architecture de surveillance qu'on met en place et qui va permettre en fait de tracer tous les accès, qui va permettre d'identifier des comportements anormaux et éventuellement de faire du forensique en cas de cyberattaque pour remonter à la source et comprendre les étapes qui ont permis aux hackers de s'infiltrer dans l'organisation. Donc cette traçabilité, elle est fondamentale aussi. DICT. DICT, c'est des critères de sécurité que vous retrouvez naturellement à l'échelle mondiale avec le déploiement du réseau Internet, à l'origine ARPANET, dans les années 60, et qui a été, on va dire, proof of concept en 1972, avec comme fondamentaux
la mise en place de serveurs DNS, résolution de noms. Vous savez que quand vous surfez sur le net, il vous faut faire de la résolution de nom. Typiquement, en fait, vous n'allez pas attaquer un serveur d'un site marchand via une adresse IP, c'est via une URL, typiquement 3W, etc. Et cette résolution de nom, c'est la première étape qui se passe lorsque votre ordinateur requête via un navigateur. Donc ça passe par la résolution de nom, qui se retrouve, on va dire, à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, en haut de la hiérarchie, en haut de la pile des DNS, il y a un certain nombre de groupes de DNS qu'on appelle des groupes DNS racines. Il y en a 13, exactement. 13 massivement implantés aux États-Unis, parce que bien, en fait, l'origine de l'Internet vient des États-Unis. L'Internet a été inventé aux États-Unis. Et donc, on retrouve parmi ces 13 serveurs, groupes de serveurs racines, 7 implantés sur le continent américain, aux États-Unis. Étant français, j'en profite pour dire que voilà, il y a quand même le RIPE qui se trouve en termes de DNS racine sur le continent européen. Typiquement, la lettre E désigne le sigle le DNS associé à l'entité de la NASA. Donc, là où je voulais sensibiliser en fait par rapport à cette cartographie des DNS, c'est que on se rend compte qu'il est crucial de sécuriser ces infrastructures critiques que sont les DNS, parce que si toutefois ils étaient compromis à haute échelle, eh bien ce sont des milliers, des millions d'internautes qui pourraient être, on va dire, trompés, qui pourraient se voir face à des services indisponibles, qui pourraient ne plus pouvoir naviguer. Et donc, en fait, il y a un enjeu crucial à ce que cette démarche de cybersécurité, pondérée par des critères d'ICT, soit également implantée à la plus haute échelle de par les services DNS. Le web, c'est le web comme on le connaît, avec l'utilisation de moteurs de recherche multiples, Google, Firefox, Microsoft Edge, etc. Mais ça représente que finalement la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est loin d'être... c'est une petite portion d'Internet, alors qu'on évalue à peu près à quelque chose comme 5%. En revanche, les deux couches qui sont inférieures, donc composées du deep web, où là on a tous les moteurs de recherche, enfin on a des outils non référencés qui permettent en fait un domaine où on va trouver en fait typiquement tout ce qui est données issues des réseaux privés, donc bancaires, médicaux, etc. Et donc ça c'est le propre des organisations, des industries évidemment. Et puis le dark web qui lui échappe, on va dire, au moteur de recherche référencé. Typiquement, on l'atteindra via un navigateur tel que Tor, et qui est également source de cybercriminalité, puisque non suivi, non référencé. Voilà, donc pour vous présenter ces trois couches, même si en fait on a un cyberespace sans frontières, il faut imaginer ces trois couches de réseau du web à l'échelle de la planète. Sur ce slide, j'ai voulu faire un petit rappel des différents types de catégories de hackers, enfin de cyberattaquants qu'on trouve. Et dans un ordre graduel, on va trouver sur la gauche typiquement l'explorer, le bidouilleur en fait, qui va essayer de faire quelques tentatives d'infiltration. Le hacker qui lui est plus dans la recherche de failles logicielles et typiquement à la recherche ce qu'on appelle d'un zero exploit day, donc dans le but peut-être de revendre cette identification de failles logicielles pour qu'elle soit reprise par des groupes plus importants. Le cyber warrior, lui, qui va s'engager dans des cyberguerres pour des raisons personnelles, religieuses, patriotiques,
L'activiste qui lui a pour objectif de diffuser des messages de propagande, voire même de désinformer. C'est le but premier aussi également que de l'activiste, donc dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a aussi les activistes lanceurs d'alerte qui sont aussi là pour nous éclairer. Mais là, je fais figurer uniquement je présente uniquement les acteurs, on va dire, malveillants qui sont à l'origine de cyberattaques. Et enfin, la dernière catégorie qui nuit fortement au cyberespace et qui nourrit énormément l'industrie de la cybercriminalité, le cybercriminel qui, lui, va être capable, tout seul ou à plusieurs, voire même par groupe, de lancer des attaques, du phishing, du ransomware, des infiltrations de données, ou voire même plus sophistiquées, dans le but, en fait, de faire des actions malveillantes, et puis également dans un but très lucratif. Alors nous voici arrivés à la partie, les dates clés de la cybersécurité. Pour ça, j'ai prévu 4 planches, et c'est un petit défi pour moi parce qu'il y a énormément de choses, mais j'ai quelques messages importants à faire passer. Donc sur la gauche, en 72, vous retrouvez typiquement le réseau Internet, à l'origine ARPANET, avec l'introduction des protocoles TCP/IP qui vont être largement déployés, utilisés avec la création du web en 89 de Tim Berners-Lee. En 72, on voit qu'il y a déjà possibilité de virus, mais c'est plus un test, un test à titre expérimental, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, l'auteur, Thomas, développe ce premier virus pour montrer qu'il y a possibilité de propagation d'un vers entre un ordinateur et un autre. Sur ce slide, ce qui est important de comprendre, c'est que dès que l'Internet a commencé à naître, les États-Unis ont tout de suite réagi en termes de réglementation, avec différentes lois américaine et extraterritoriale. La première étant la FCPA, qui va être renforcée en 98. Le but, c'est surveiller et sanctionner les entreprises qui pourraient être amenées à faire de la corruption ou de la concurrence déloyale. Et donc, ça va permettre, en fait, au FBI, typiquement au service de renseignement, d'enquêter sans mandat judiciaire les données de ces entreprises qui seraient prises en doute ou dans les investigations. Cette loi américaine, elle est également donc adressée en termes d'FCPA à l'échelle des entreprises, elle est adressée à tout un chacun avec la loi Foreign Intelligence Surveillance Act, donc la loi FISA, qui va permettre en fait de collecter les données d'une personne physique ou morale. Donc les données personnelles deviennent, on va dire, ne sont plus confidentielles puisqu'elles vont être potentiellement partagées dès lors qu'il y aura possibilité d'enquêter sur, on va dire, sans mandat judiciaire également, sur des infrastructures, on va dire des multinationales qui pourraient, sous la loi américaine des États-Unis. En France, en 78, on met en place la loi Godefrein et puis la CNIL. La CNIL, c'est le gendarme de la cybersécurité, qui est plus là pour rappeler, on va dire, le respect des droits de l'homme, mais qui ne va pas sanctionner, en fait. Alors que les États-Unis ont déjà implanté des lois qui vont forcément sanctionner les entreprises, notamment les entreprises européennes, à coût de milliards d'euros à partir des années 2010. Une date clé aussi importante, en 83, c'est l'invention. Enfin, en 77, l'invention et le brevet déposé par trois ingénieurs, à savoir Rivest, Shamir et Adelman, donc breveté par le MIT aux États-Unis. Et ça, c'est un algorithme de chiffrement asymétrique qui va, on va dire, être
la clé du commerce électronique, c'est-à-dire que cet algorithme de chiffrement, on va le retrouver utilisé un peu partout dans le monde, pour les systèmes bancaires, pour tous, dès lors qu'on a besoin de confidentialité. En vert, sur le continent européen, on se soucie quand même, grâce aux Suisses et écrivain Perry Barlow, de l'indépendance du cyberespace. Et à cette date-là, en 96, est proclamée l'indépendance du cyberespace pour que personne puisse s'en approprier, les infras. Deuxième frise chronologique, je vais poursuivre avec tout ce qui est orange. Orange, c'est la législation américaine. En réaction aux attentats du 11 septembre 2001, au World Trade Center, tout de suite après, quelques semaines, mois, tout de suite après ces attentats, en fait, les Américains se sont empressés de mettre en place le Patriot Act, pour pouvoir enquêter, collecter massivement des données en fait, personnelles dans des buts d'investigation. Et c'est quelque chose qui a été révélé, on va dire, avec un certain nombre de preuves par le lanceur d'alerte Edward Snowden en 2013. C'est ce qui a valu aussi quelque part un réveil de l'Europe, c'est-à-dire qu'à partir de cette prise de réflexion, en fait, de prise de conscience, eh bien en fait on a commencé sur le continent européen à prendre nos marques en termes de réglementation, mais il y a quand même un événement déclencheur hyper important et intéressant qui a eu lieu sur le continent européen, et on peut dire que c'est le premier acte du cyberguerre. Alors que les Estoniens, en fait, dans la capitale de Tallinn, s'apprêtaient à déplacer un monument à la gloire de l'armée soviétique à l'extérieur de la ville, les Russes sont venus en représailles et ont envoyé sur une durée de 3 semaines une vague de cyberattaques pour paralyser en fait les sites gouvernementaux, les médias, les distributeurs, etc. Et pendant ces 3 semaines, en fait, on peut dire, entre le 26 avril et le 18 mai, eh bien, ces 3 semaines de cyberattaques qui ont été pour la première fois établies d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que la Russie a directement attaqué l'Estonie. Et dans ce cadre-là, en réaction, eh bien, en fait, il y a typiquement un centre d'analyse et de surveillance qui a été créé à Tallinn par l'OTAN. Il y a une prise de conscience et un besoin de converger vers la souveraineté numérique, et bien que ça soit pas facile, en tout cas à cette époque-là, et en tout cas il y a une vraie prise de conscience. En France, on a la création de l'ANSSI 2009, et donc c'est une agence qui va typiquement aider les grands industriels et les infrastructures critiques en cas de cyberattaque pour faire du forensique. Sur cette même année 2009, on a aussi également un deuxième effet de cyberguerre avec le déploiement d'un verre, Stuxnet, qui va, lui, s'infiltrer dans les systèmes industriels d'enrichissement d'uranium à Téhéran, donc iranien. Donc un verre qui, à l'origine, a été conçu à la fois par les États-Unis et Israël. Donc c'est une deuxième, en fait, cyberattaque, et cette fois-ci, non plus sur des infrastructures gouvernementales, mais sur des infrastructures, on va dire, industrielles et très critiques. En réaction à ces événements, en France, c'est à nouveau la loi de programmation militaire qui va s'imposer on va dire, en se réformant, en s'appliquant à aux opérateurs d'importance vitale. Et ça, c'est la nouveauté de 2013. Et puis, petit à petit, on prend conscience en Europe, en France, de l'importance de former les gens à la cybersécurité. Et c'est comme ça qu'il y a un pôle d'excellence qui rassemble chercheurs, universitaires, écoles, industries dans l'ouest de la France.
On cherche aussi à mettre en place une stratégie du numérique national avec 28 recommandations. Et puis, ce qui change vraiment la donne au niveau européen, c'est la réforme du règlement général de la protection des données, la fameuse RGPD. RGPD qui, jusqu'à présent, ne sanctionnait pas et qui va enfin sanctionner notamment les GAFAM quand ils sont pris dans une concurrence déloyale. Donc cette même année, en fait, eh bien, les États-Unis avancent en termes de réglementation et vont pousser le USA Cloud Act qui permettra en fait non seulement aux services de renseignement typiquement FBI, mais également à la justice américaine d'accéder à toutes ces données personnelles. Sous prétexte que voilà, en fait, les données sont hébergées dans des clouds sous la législation américaine. Et donc, quand on souscrit entreprise française ou européenne ou canadienne à un hébergement type Microsoft Azure, même si les données sont stockées sur le continent européen, elles restent sous la loi américaine et donc sont susceptibles d'être collectées de par cette loi américaine, le Cloud Act. Un peu plus tard, on peut dire qu'il y a une accélération dans la réglementation européenne. Enfin, l'Europe s'est réveillée et donc va mettre en place des certifications pour certifier les produits, pour relever le niveau de sécurité des produits qui sont déployés à l'échelle européenne. Sans oublier qu'en 2017, une ComCyber est en place. La ComCyber, c'est le partenaire en France de l'ANSSI qui va être capable d'investiguer en cas de cyberattaque, mais également de prêter main forte de par les armées en cas de confrontation dans le numérique. Quelque chose qui me paraît important aussi également en termes d'événements sur le plan technique, c'est une cyberattaque. Les cyberattaques par ransomware NotPetya, vous avez dû en entendre parler en fait. Donc ransomware, au final, c'était pas un ransomware, c'était un virus. Il prêtait à confusion. On a pensé au début que ce virus-là avait pour objectif un objectif lucratif. En réalité, il n'en était rien. Ce virus NotPetya, en fait, il a été injecté, il a infiltré en fait typiquement donc l'Ukraine. En une demi-journée, c'est 30% des SI du pays qui ont été chiffrés. Des Ukrainiens dans la possibilité de prendre le métro, de récupérer des billets de transport, pire encore, hein, des hôpitaux touchés de par le récit. Et puis parce que le cyberespace ne connaît aucune limite, aucune frontière, eh bien en fait ce virus a migré, s'est expatrié au-delà de l'Ukraine, hein, de par les multinationales et a pénalisé non seulement des multinationales mais de gros industriels. En somme, l'estimation en fait en termes de dommages collatéraux et tout confondu a été estimée donc à 10 milliards d'euros. Donc ce qui est énorme et ce qui a beaucoup fait parler de NotPetya. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Il y a aussi également en 2020 une nouvelle forme de malware, le logiciel espion Pegasus, qui a infecté cette fois les flottes de VIP. Ça a pu être des journalistes, des avocats, des présidents, des chefs d'État. En 2021, l'Union européenne commence à accélérer encore sa démarche de réglementation et diffuse le livre blanc qui supporte, enfin qui s'appuie sur 28 recommandations, alors que la France est à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Il y a un nouveau centre de compétences à l'est de l'Europe qui se met en place également, le CECC, à Bucarest, en Roumanie.
En France, sur la région parisienne, du côté de la Défense, c'est un campus cyber qui s'implante, permettant de rassembler, un peu comme la zone d'innovation là, que vous avez présentée cette semaine à MTL Connect, en fait, côté cybersécurité, donc rassembler des industriels, des chercheurs, des écoles, pour mieux travailler ensemble et monter davantage en compétences. En 2022, c'est une autre loi, à l'échelle européenne qui vient renforcer la sécurité de tous les produits, et c'est la Cyber Resilience Act. Et puis s'enchaînera, et elles viennent juste d'être mises plus ou moins en vigueur, la DSA, le Digital Service Act pour sécuriser en fait typiquement les contenus, la DMA, Digital Market Act au niveau européen également pour sécuriser les applications. Quant à l'ENISA, qui est le pendant de l'ANSSI en Europe, elle va se préoccuper de mettre en place un schéma de certification dans 3 domaines éthiques: la 5G et le cloud, très très attendu parce que bien en fait on cherche de plus en plus évidemment à l'échelle européenne à pouvoir s'appuyer sur du cloud souverain et non plus du cloud américain pour ne plus dépendre des lois extraterritoriales que je vous ai présentées précédemment. Un événement majeur sur le plan technique, c'est les prémices de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. En fait, cette cyberguerre était visible, était perceptible dans le cyberespace. C'est-à-dire qu'avant même que cette guerre démarre sur le terrain de manière classique, il y avait énormément de signes dans le cyberespace qui permettaient de voir que cette guerre allait se présenter. Et donc, c'est peut-être triste à dire, mais en tout cas, cette guerre-là a permis d'accélérer considérablement la cyberdéfense à l'échelle des États. C'est-à-dire que les Européens sont venus à la rescousse, notamment les pays sur le plan technique, à la rescousse des pays annexes, voisins sont venus à la rescousse de l'Ukraine avec des plans de continuité, des plans de reprise d'activité pour transférer tout un certain nombre de données. On a vu également l'aide de Starlink pour relayer les réseaux filaires par du réseau satellite. Et tout ça, en fait, était déjà organisé parce que ça n'aurait pas pu se mettre en place en quelques jours. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le cadre de cet événement, en fait, il y avait réellement des signes importants dans le cyberespace et donc une anticipation de cette guerre classique, donc cette cyberguerre. Les défis de la cybersécurité, quels sont-ils ? Alors, en fait, il y a les défis de la cybersécurité, ils sont immenses. De par une surface d'attaque en perpétuelle croissance. On va y venir. C'est-à-dire que sur les continents, on a des réseaux en fibre optique qui sont de plus en plus denses, importants, maillés, qui sont connectés aux réseaux cellulaires sans fil, mobiles, qui également peuvent être raccordés au réseau satellite. Et puis également, tout ce trafic passe par des artères optiques transatlantiques et dans les océans. En somme, on a une surface d'attaque en perpétuelle croissance, et c'est ce qui fait que c'est compliqué de sécuriser une organisation aussi, parce qu'en fait, à cette surface d'attaque qui augmente de jour en jour, on a aussi de plus en plus d'objets connectés en fait. Selon Statista, d'ici 2030, il y aura plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés. Donc les objets connectés, on les connaît tous. Ça peut être une imprimante qui va alerter typiquement HP parce que la cartouche atteint un seuil, on va dire, de 50%, et il va falloir qu'on régénère l'envoi d'une nouvelle cartouche. Ça peut être de l'électroménager qui va discuter avec le pays d'origine qui a livré et fourni la machine à laver. Ça peut être l'automobile connecté, ça peut être l'industrie.
Donc en fait, on se retrouve en fait confronté à une surface d'attaque non seulement démultipliée de jour en jour, mais en plus avec énormément de portes d'entrée, puisque quand on parle d'objets connectés, chaque objet connecté peut être vu comme une porte d'entrée à une organisation. Et le défi, en fait, les défis de la cybersécurité, c'est justement de pouvoir trouver des solutions pour sécuriser tous ces environnements. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, en fait, le but, c'est d'interconnecter tous les réseaux, d'optimiser les consommations d'énergie, de piloter, de mettre en place de la télémaintenance pour typiquement comment dire, superviser et optimiser en fait tous les accès réseau. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que au-dessus de cette couche réseau fixe, on a bien sûr la convergence fixe mobile avec un déploiement massif des réseaux cellulaires, des réseaux mobiles, 4G, 5G et maintenant 6G avec la Chine en tête. Et chaque smartphone, comme je vous disais, en plus des milliards d'objets connectés, peut être assimilé à une porte d'entrée au réseau, à un vecteur d'attaque. Savez-vous qu'en mode veille, Google, donc sur un Android, donc muni d'un pack Google, collecte dans la nuit 40 informations par heure. Sur ce slide, j'ai voulu apporter une attention particulière au logiciel Pegasus qui peut être embarqué dans les smartphones. Les smartphones, en fait, voilà, c'est pas tout le monde qui est susceptible d'être infecté par le logiciel espion Pegasus. À l'origine, en fait, élaboré par les Israéliens dans le but de faire du cyber-renseignement, on va dire éthique. Et en fait, voilà, il y a eu quelques dérives et c'est ce logiciel typiquement hautement sophistiqué qui on va dire qui a été revendu et donc qui est capable en fait en s'infiltrant dans un smartphone de manière ni vu ni connu, parce que 0 clic, de se charger sur le smartphone et puis d'exfiltrer tous vos contacts, vos photos, vos mails, vos messageries. Et quand on dit messagerie, ne croyez pas que Signal ou WhatsApp en soient prémunis. C'est-à-dire que toutes les données sont exfiltrées à partir du moment où le logiciel type Pegasus est embarqué sur un smartphone. Alors, Pegasus, c'est juste un exemple. Il y en a un certain nombre sur le marché. Mais c'est pour vous dire à quel point, finalement, le smartphone, les objets connectés sont des vecteurs d'attaque et il faut faire attention à la sécurité de son téléphone. Alors, peut-être comment s'en prémunir, c'est pas évident parce que, voilà, visiblement, l'infiltration, l'infection est hautement sophistiquée. Mais c'est vrai que si vous avez typiquement un smartphone qui aurait une batterie rapidement à court, alors que vous l'avez chargé 1 heure avant, ça peut être. Il y a des signes qui font qu'on peut avoir des doutes sur l'installation de soft malveillants sur le téléphone. Donc, je vous ai présenté en fait tout ce qui est infrastructure terrestre avec une couche mobile. À cette couche mobile s'ajoute une explosion, une révolution incroyable du déploiement de satellites, grâce notamment à l'opérateur SpaceX avec Starlink, mais également, c'est pas que l'affaire des Américains, c'est on va dire, une course effrénée au déploiement de satellites en orbite basse, avec également les Chinois, les Européens qui se positionnent, à tel point qu'on pourrait en conclure qu'on risque d'avoir des embouteillages en orbite basse,
place. Ce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, c'est que ces réseaux satellites sont raccordés à des stations de base terrestres et que si, toutefois, la station de base n'est pas suffisamment sécurisée, le satellite peut être pris en main en contrôle. Et on va le voir qu'avec un événement comme celui qui est arrivé au satellite CASAT, là, le satellite américain, dès lors que la guerre en Ukraine a commencé, les Russes ont voulu on va dire, réduire le plus possible les moyens de télécommunication des Ukrainiens. Et pour ça, ils ont réussi à prendre la main sur un satellite américain, CASAT. Donc, ils ont pris la main, ils ont orienté le satellite vers le Soleil. En gros, il a été grillé et rendu HS. Et donc, non seulement les Ukrainiens ont été impactés en termes de télécommunications, mais il ne faut pas oublier que dans un espace sans frontières, eh bien, il y a forcément des dommages collatéraux. Et à l'échelle européenne, il y a un certain nombre d'internautes qui se sont vus privés de connexion Internet. Sur le sol français, en tout cas, c'est 10 000 abonnés qui ont été privés de leur accès à Internet pendant quelques jours. Alors, j'ai parlé des réseaux terrestres, des réseaux mobiles, des réseaux satellites, une surface en perpétuelle croissance. J'ai aussi envie de mettre l'accent sur tout ce qui est réseau câble sous-marin, qui aujourd'hui n'est plus l'affaire forcément de grands industriels, type Alcatel, comme moi je l'ai connu, fut une époque et qui n'existe plus vraiment, mais c'est repris également comme activité par les GAFAM parce qu'ils ont absolument besoin de développer, diversifier leur panel d'activités pour subvenir à leurs besoins. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on voit que les liaisons transatlantiques ont été énormément densifiées, mais de par toute la planète. Le risque à ça, c'est que, comme typiquement sur ces liens-là, 95% des données passent par les câbles transatlantiques, pour nous les Européens et Canadiens. La section d'un câble ou plusieurs câbles pourrait être vraiment très, très nuisible, très impactant pour nos communautés. En fait, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, on va dire, que ce soit les Européens, mais également les États-Unis, parce que on sait très bien que en Russie, en Chine, il y a des navires qui sont confectionnés pour pouvoir descendre avec des sous-marins et dont le but, en fait, est de capturer de l'information, écouter de l'information, en fait, et peut-être même voir sectionner des câbles. Et donc, en fait, ce que redoutent typiquement les Européens, c'est quand ils voient ces navires à proximité des côtes en mer du Nord, ils savent très bien que, voilà, même si normalement la fibre optique ne s'écoute pas, eh bien, en fait, il y a possibilité, on va dire, visiblement de descendre pour écouter sur des tronçons un petit peu stratégiques. Et donc ça comment dire, ça montre à quel point, en fait, notre surface, notre cyberespace en pleine expansion est de plus en plus à risque aussi, parce que avant on n'avait pas tous ces moyens de télécommunication. Aujourd'hui on ne communique quasiment que comme ça. Donc une belle photo pour montrer, voilà, un câble tranquille tout seul au fond de l'eau, mais qui finalement pourrait être écouté éventuellement et sectionné. Pour parer à tout ça, alors dans un premier temps, de manière accessible à tout un chacun, c'est de sensibiliser, de former, en fait. Vous savez comme moi que, voilà, plus on met un mot de passe, plus on met de caractères dans un mot de passe, plus on le rend compliqué, plus on réduit, plus on augmente les chances de le craquer. Ça ne veut pas dire qu'il sera inviolable, mais en tout cas, on augmente la possibilité de le craquer. Alors aujourd'hui, par exemple, si on prend un mot de passe qui est constitué de 10 caractères, en fonction de sa complexité,
le craquage du mot de passe va prendre plus ou moins de temps. Mais aujourd'hui, typiquement, un mot de passe avec seulement des nombres, il est craqué en 1 heure. Demain, avec la puissance de calcul qui est de plus en plus importante, on peut s'attendre à ce que ce temps diminue de plus en plus. Et dans le commerce, typiquement, aujourd'hui, vous avez des équipements à moindre coût. Je cite par exemple la carte Nvidia à 280 € qui permet en fait de faire des attaques par force brute, donc de craquer des mots de passe en passant des mots de passe à toute allure à raison de... Alors pour ce modèle-là, c'est de l'ordre de 669 millions de mots de passe par seconde. Et donc c'est pour dire que c'est à la portée de tout un chacun que de craquer même des mots de passe compliqués, puisqu'avec quelques outillages simples, les mots de passe en fait sont rapidement devinés et exploités. En plus de la sensibilisation à la formation, dans les frises chronologiques, j'ai apporté de l'importance à la réglementation. Alors, on s'est réveillé un peu tard en Europe, mais enfin, heureusement, on a accéléré, et ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui même, le 17 octobre 2024, est mis en application la réglementation Nice 2. Nice 2 qui est l'ancienne Nice réformée et améliorée. Améliorée parce qu'elle s'adresse à des infrastructures hautement critiques. Ça peut être des services DNS, ça peut être au secteur de l'énergie, des transports, du secteur bancaire, etc. Sachez en tout cas que la grosse nouveauté aussi également, c'est que typiquement nous en France, on a eu beaucoup d'hôpitaux, d'établissements de santé touchés par des cyberattaques ces dernières années. Et bien la NIS 2 en fait met en place des sanctions à la clé pour vis-à-vis des cyberattaquants qui pourraient chiffrer toutes les données SI d'un hôpital et mettre en péril des vies humaines. Quelles sont les révolutions à venir? Les révolutions à venir, on pressent qu'elles seront de deux types. En intégrant l'IA et en intégrant la révolution de l'informatique quantique. Pour ce qui est de l'IA, en fait, au-delà de ChatGPT, qui a été ultra démocratisé depuis 2022, aujourd'hui, en 2024, on a affaire à plus de 2000 références en termes d'IA. Et c'est un tournant dans nos sociétés qui amène beaucoup de progrès. Sur le plan de la cybersécurité, c'est à double tranchant parce que on va dire que l'IA va permettre de détecter dans des masses de données en fait des comportements anormaux. Si on parle, par exemple, si on met en place une architecture donc à l'échelle d'une organisation pour tracer, pour journaliser en fait les accès, etc. Par rapport à cette masse de données, en fait, l'IA va permettre en fait de traiter les données, de mettre en place des détections automatiques, des règles automatiques, des réponses automatiques et soulager quelque part l'humain parce que c'est très difficile de pouvoir analyser des gros paquets de données et ça c'est le rôle de l'IA, son bénéfice. En revanche, quand je dis l'IA est à double tranchant pour la cybersécurité, c'est que typiquement lors du Mobile World Live, le responsable de la sécurité des services cloud et des réseaux chez Nokia a indiqué que les cybercriminels utilisaient les LLM pour parcourir les réseaux sociaux de manière en fait à personnaliser de manière très sophistiquée les attaques et donc en fait une attaque qui va cibler un opérateur de télécom aura pas la même structure qu'une attaque qui va cibler un hôpital et qui n'aura pas la même structure que celle qui va cibler un système bancaire et c'est en ça que en fait l'IA en fait apporte énormément d'aide aux cyberattaquants et va leur rendre la tâche beaucoup plus facile à attaquer les organisations.
Donc ça, c'était pour l'IA. Pour ce qui est de l'informatique quantique, eh bien, on constate depuis quelques années que la Chine, le Japon et puis les États-Unis sont rentrés dans une course effrénée à l'informatique quantique. Chaque année, d'après Statista, en fait, c'est plus de 40% de croissance annuelle en termes de budget. Heureusement, les Européens et les Canadiens ne sont pas à la traîne. Je sais que vous avez, comme nous, un certain nombre de start-up. C'est un enjeu technologique majeur que l'informatique quantique. Elle a beaucoup progressé depuis une vingtaine d'années. Au début des années 2000, en fait, on avait le processeur à 1 qubit. Aujourd'hui, on est plutôt rendu à 477. Ça, c'est le record d'IBM. Et donc, en fait, qui dit supercalculateur quantique, dit aussi changement dans beaucoup de domaines de la société, donc avec typiquement la résolution de problèmes complexes à résoudre, mais également la mise en place de supercalculateurs, craqueurs de données, pouvant rendre obsolète le chiffrement RSA, donc breveté par la MIT en 83. Le chiffrement RSA, donc je vous rappelle, Reverse Shamir-Edelman, qui est plus ou moins fort en termes de chiffrement dès lors qu'on utilise des longueurs de clés un peu plus élevées. Et donc la question se pose, c'est comment chiffrer les informations dans un monde d'ordinateurs quantiques, comment on exploite la physique quantique pour sécuriser les communications. En 2 mots, je sais qu'il y a des conférences qui en ont un petit peu parlé cette semaine. Il y a deux démarches. C'est la mise en place de nouvelles normes d'algorithmes de chiffrement pour remplacer RSA. Dès lors que l'informatique quantique sera disponible, eh bien, il faut penser aux algorithmes post-quantiques. Et ça passe par de la cryptographie quantique. Et puis également la distribution de clés quantiques qui, elle, n'est plus limitée par techniquement, mais qui va s'appuyer sur la physique quantique et qui sera inviolable. En conclusion, il me reste 5 minutes. En conclusion, on a affaire à des nouvelles technologies qui évoluent beaucoup, des menaces de plus en plus sophistiquées. Je n'ai pas parlé d'APT, mais il s'agit des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus ciblées, qui vont s'infiltrer dans une organisation et qui vont ne pas être détectées et qui vont faire beaucoup de mal à cette organisation. À l'échelle du grand public, on va y répondre par de la sensibilisation, du formation, bien sûr. À l'échelle des entreprises, en intégrant la cybersécurité dans tous les projets, dans tous les services, dans tous les produits. Et puis à l'échelle des États, dont la mission est d'assurer la sécurité de leur infrastructure critique, et notamment de garantir la souveraineté numérique par le développement de services de cloud européens. C'est via la réglementation, donc la LPM, la NIS 2. Et puis favoriser également une plus grande collaboration. Alors, j'irai au-delà des 27, parce que voilà, je parlais d'ailleurs dans le cadre du européen, mais évidemment dans le cadre du G7, également cette collaboration entre les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, etc. est incontournable pour pouvoir progresser tous ensemble dans le domaine de la cybersécurité. J'en ai terminé avec ma présentation. J'ai juste quelque chose. Alors déjà, je vous remercie pour votre écoute. Je voulais juste vous dire que si vous voulez en savoir plus par rapport à ce que j'ai présenté, eh bien en fait, je m'apprête à publier un livre dans les quelques semaines à venir que j'ai intitulé Cyberguerre et cyberattaque, les défis de la cybersécurité. C'est un livre qui globalement en fait s'adresse à toutes celles et ceux qui se soucient au quotidien de leur cybersécurité, un moyen de préserver notre liberté de penser. Il répond également aux professionnels et aux décideurs souhaitant comprendre les enjeux du cyberespace et les impacts de cyberattaques pouvant s'accentuer dans un contexte de tension internationale. Et pour faire la promotion de ce livre, voilà, j'ai préparé une petite vidéo que je vous invite à suivre.
vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je crois que j'ai encore 2 minutes, hein, avec plaisir. Merci beaucoup, Valérie. Un très beau portrait du passé, du présent et même de l'avenir. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que si j'avais un mot de passe comme Abigail 1, si je rajouterais un 2 et un 3 et un point d'exclamation, déjà, ça prendrait plusieurs décennies de plus pour les ordinateurs avec une carte NVIDIA assez forte de pouvoir utiliser un logiciel et décortiquer mon mot de passe. Bref, on a le temps pour peut-être une question du public. S'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à poser à Valérie, s'il vous plaît, monsieur, votre nom, votre question et votre mot de passe. Bonjour. Sam Roy, bravo pour la présentation. Juste revenir sur un point à propos du Patriot Act. Est-ce que j'ai bien compris que les serveurs Azure ou Google Cloud qui sont hébergés à Montréal sont quand même sous le Patriot Act? Oui. Ouais? En fait, ce n'est pas la terre d'hébergement qui compte, c'est la législation qui compte. Donc, à partir du moment où vous souscrivez à un abonnement Microsoft Azure, peu importe le lieu d'hébergement, en fait, vous êtes sous la législation américaine. Et donc, dans le même, on va dire, tracas que nous, également européens, puisque effectivement, Microsoft ou Amazon est toujours en train de dire, mais vous inquiétez pas, vos données sont hébergées à 2 pas de chez vous, là, en France, en Allemagne, etc. Sauf qu'on reste sous le contrôle de la justice américaine, en fait. Donc, si toutefois il y a des investigations, ils ont besoin de collecter des données, ils n'ont pas besoin de mandat judiciaire et ils vont venir les collecter. Voilà. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Wow, je viens d'en apprendre une bonne. OK. C'est toute une nouvelle, ça. Donc, on est protégé, mais jusqu'à preuve du contraire. Écoutez, on est vraiment à la fin de la présentation. Par contre, Valérie s'est portée disponible à continuer la conversation. Elle va nous suivre au Lab Connexion, là, la zone entreprise qui est juste au fond de la salle. Si vous voulez continuer la conversation avec Valérie et lui poser d'autres questions, ne vous gênez pas. Alors, ceci met fin à cette grande conférence, encore une fois, de la part de l'équipe MTL Connect. Merci beaucoup, Valérie. Merci. On l'applaudit. Avec grand plaisir. Merci. On va prendre une petite pause, 5-10 minutes. Pour ceux et celles qui veulent sortir de la salle, je vous rappelle que la sortie est en arrière. Et pour mes chers internautes qui nous suivent de partout à travers la planète, merci encore d'être ici en si grand nombre. On reprend avec le prochain panel dans quelques minutes. Merci, à tout de suite.